Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous sommes avec Audrey Estrugo. Tu signes le biopic, puisque c'est ainsi qu'on appelle ça, tellement juste, suprême, sur les tout débuts des NTM. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque? Les punks qui voulaient éveiller les consciences, eux c'est pareil, ils avaient l'espoir qu'en prenant un micro, il y ait des choses qui puissent changer. Moi, quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma à ma conseillère d'orientation en terminale dans mon lycée à Villemomble, elle s'est foutue de ma gueule. Donc vous allez devoir nous raconter comment on écrit l'inénarrable. C'est l'histoire d'un gamin rejeté par son père, c'est l'histoire de jeunes qui sont rejetés par leur société. Et qu'est-ce qu'ils font de cette colère? Dans Suprême, vous ne faites aucun révisionnisme, pas de règlement de compte à la con. Ni que ta mère. Un groupe qui s'appelle Nique ta mère, c'était porter atteinte aux valeurs judéo-chrétiennes de la France. Absolument, absolument. Franchement, entre Zemmour et Pécresse, en fait, on est au même endroit. On parlera aussi, Audrey, des scènes coupées et des répliques impossibles et peut-être du garde à vue de légende. J'adore rentrer dans une salle, me prendre 3 droites et rentrer chez moi. Bonjour madame. Ça veut dire quoi, NTM? C'est le meilleur poste de France, on peut le dire. C'est-à-dire quand on t'invite au poste, celui-là, ça va. Hop, 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 hop. Nouvelle installation. Bienvenue, bienvenue camarades, bienvenue camarades, bienvenue au poste. 5, 4, 3, 2, 1, bac dans les bacs, contact. Et voilà. Voilà. Audrey, bonjour. Salut. Bienvenue, bienvenue au poste Audrey. Ami du hip-hop, ami de la police dans le hip-hop, du hip-hop de la police. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous sommes avec Audrey Estrugo. Elle est née en 1982. Elle vient de signer... Comment? 83. 83? 1983. Ah ben alors Audrey, c'est très bien, parce que ta fiche Wikipédia, elle est toute maigrelette. Elle est pas sérieuse, je te le dis, et il y a écrit 82. Ah ouais, mais il faudrait que je m'occupe de ça. En fait, tu vois que je suis très intéressée, ça me passionne de raconter ma vie, donc forcément, je ne suis jamais allée dessus, je m'en occuperai. Mais quelle élégance pour dire que tu es encore plus jeune que je ne le pensais. Audrey, donc, née en 1983, tu signes le biopic, puisque c'est ainsi qu'on appelle ça, tellement juste, suprême, sur les tout débuts des NTM. Tu as déjà réalisé un certain nombre de films, bien que tu sois né en 1983, c'est-à-dire hier, notamment un film sur le viol, un film sur les cités par le prisme féminin, un documentaire sur les frères ennemis des NTM, Ayam, dont il est aussi question dans le film, et de belle manière en plus. Vous allez devoir, là, quand je fais le portrait, je vous vois, et puis après on retutoie. Donc vous allez devoir nous raconter comment on écrit l'inénarrable, comment un tel film s'envisage, comment il se monte, comment il se produit. Dans Suprême, vous ne faites aucun révisionnisme, pas de règlement de compte à la con, mais vous nous proposez une plongée sincère dans le hip-hop au tournant des années 80-90, que vous n'aviez pas connu, puisque vous aviez même pas 7 ans, mais que vous racontez tellement bien. Une époque fidèlement reproduite, justement, avec l'esprit, les vêtements, le phrasé, tout y est. Le jeu crade des majors, les médias de masse crade aussi. Quant aux relations entre les flics et les NTM, c'est juste. Entre les copains qu'on laisse sur le bord du chemin de la renommée, là encore, c'est parfait. On parlera aussi, Audrey, des scènes coupées et des répliques impossibles, et peut-être du garde à vue de légende bien connu de nos services. On peut dire que tu es plus marseillaise que dionysienne, en fait. Ah bah ouais. Oui, je on arrête l'émission. On arrête l'émission. Alors stop. non, je blague. Non, je blague. vis à Marseille. Donc, voilà, c'est ça. Tu vis à Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque? Faut arrêter de tout confondre les gars, nous on fait du rap. On prend des micros, on prend pas des flingues. Que peut espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid, avec une société qui détourne le regard? La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu, blanc, rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde. Fais un truc dans ta vie et on en reparle. On a toujours fonctionné comme ça, on trace notre route ensemble.
On n'aura pas de deuxième chance, tu comprends ça? Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est un autre. Moi, c'est hors de question que je retourne monter des faux plafonds avec mon daron. Si tu veux, en gros, moi et Bruno, on s'occupe d'écrire les textes, et DJS, derrière, il s'occupe du beat. Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton nid de ta mère partout, là? Je vois ce nom débile, là, partout sur les murs. Joey Star. Faut être intelligent pour faire de la musique. Je veux plus te voir. Tu veux plus me voir, mais pour ça, t'es mal barré, je te le dis. C'est clair, t'as le toucher de ta mère. Et tu vas m'entendre, mais pas qu'un peu, et tu vas me voir aussi. Quand je me suis fait à tout moment l'insignifiant le concurrent. Les violences verbales ne sont plus tolérables. Les côtés comme en arrière, c'est clair. Nique ta mère, le maire. N'oublie jamais que les cités sont Mais c'est normal que moi, on n'a pas le temps. et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre. Ah ok, voilà, je disais. Quelle chance d'habiter la France. Ça ne dit rien. Si je monte pas sur scène avec toi, t'es invisible. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Tu vois pas que t'es en train de tout niquer, là? Je dois dire un truc, c'est que la bande-annonce, elle est à la fois extrêmement efficace et je trouve très très fidèle au film. Ce qui était compliqué, c'était c'est vraiment un film qui a plusieurs dimensions. Et je tenais vraiment à ce qu'on n'en laisse aucune, notamment la dimension du contexte social et politique, qui en fait assez spontanément était mise de côté à tort, j'ai toujours pensé, par les distributeurs qui avaient peur. Tu sais, il y a ce truc qui me rend taré, parce que tu dis que je suis plus marseillaise que dionysienne. Oui, parce que je vis maintenant à Marseille, mais j'ai grandi quand même, je suis ma vie en 93, donc voilà, je suis quand même très 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 concernée par la problématique de la vie en banlieue. Bien sûr. Enfin, tu sais, il y a toute cette chose moi, qui me rend dingue. Maintenant, on considère que c'est même cette appellation me rend folle. On dit un film de banlieue. Moi, je passe quand même mon temps à dire, mais on ne dit pas un film de Paris, un film de Marseille, un film de la mer. Ça n'existe pas, ça. La banlieue, c'est un espace urbain, c'est une zone géographique, c'est un endroit où vivent des gens, et on ne peut pas le résumer à un genre de cinéma. Le thriller est un genre de cinéma, la comédie est un genre de cinéma, mais la banlieue, c'est absolument absurde de définir un décor, enfin de limiter un décor de film à un genre qui, en plus, ça n'a rien à voir. Pour le coup, c'est vraiment l'histoire des torchons et des serviettes. Donc, à la fois, donc, ils avaient peur, si je dois rentrer dans leur pensée, de faire un film de banlieue, de susciter une aversion par rapport à ce que ça peut créer de manière générale. Et moi, je tenais à ce que la bande-annonce, en gros, résume le film dans son entièreté, parce que je pense le film peut plaire autant à ceux qui aiment le hip-hop et NTM que ceux qui n'y connaissent rien. Donc, je trouvais ça dommage d'enfermer le film. Effectivement, la dimension politique, au sens presque étymologique du terme, c'est-à-dire la cité et la ville, hein, pas les cités, mais la cité, ouais, bien sûr, la ville. Ouais. Le groupe qui émerge là-dedans. Bah, oui, effectivement, là, on voit dans la bande-annonce relation avec le maire de la ville qui veut faire interdire un concert. Le pire, c'est ça, c'est de faire un film et que ce qu'on on a eu envie de raconter ne passe pas la caméra, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, non. Après, c'est un film qui fait du bien parce que c'est des gamins de toutes les couleurs, de toutes les origines. Il y a quand même, en plus de ça, l'engagement des NTM dans leurs textes. Enfin, ils avaient quand même cet espoir. On s'était parlé du côté punk. Les punks, ils voulaient éveiller les consciences. Eux, c'est pareil. Ils avaient l'espoir qu'en prenant un micro, il y a des choses qui puissent changer. C'est un film qui raconte malheureusement que ça fait plus de 30 ans qu'on a raté quelque chose dans notre société. Je crois qu'il y a un extrait d'une... Je ne sais plus quel morceau c'était, mais 10% pour Le Pen, c'est une défaite. Ouais, blanc et noir. Ouais. Ouais, blanc et noir, voilà, c'est ça. C'est les répétitions des deux acteurs qui sont... en fait, tous les deux sont formidables, vraiment. Ouais. Et je tiens à le dire, hein, ils n'ont jamais rappé de leur vie, ils n'ont jamais pris un micro de leur vie, en fait. C'est un an de travail pour arriver à ça, ouais. C'est-à-dire, concrètement, quand tu dis un an de travail, c'est-à-dire les mecs, ils ont bossé 3 fois dans l'année ou ils ont travaillé... Non, pendant un an, ils ont travaillé tous les jours. Ils avaient cours de rap, cours de danse. Enfin, c'était fame, hein, cours de rap, cours de danse. Et une fois par semaine, je réunissais toute la formation NTM, donc 8, hein, parce que ce qu'on découvre dans le film, c'est qu'ils étaient 8 à la base et pas 2 ou 3. Bien avec sûr. Un DJ, plus tous ceux qui forment le POSI autour, voilà, les 15 réunis, je les avais tous les samedis, je crois, pendant un an, pour construire cette bande, etc., travailler la cohésion de groupe.
tous avaient une idée de ce qu'étaient les NTM ou pas? Non. Non. Non, tu sais, quand j'ai fait le casting, je me suis pris ça dans les dents. Je pense que ceux qui ont 30 ans, ils connaissent NTM. Tu descends en dessous de 25 ans, c'est soit ils connaissent parce que leur grand frère, leur oncle, quelqu'un de proche d'eux écoutait, ou alors ils connaissent deux noms, mais ils n'ont jamais entendu. Et on m'a même dit, ah oui, Joe Star, je vois l'acteur. Voilà. Et oui, et oui. Visiblement, dans le chat, il y a pas mal de gens qui ont déjà vu le film. Il y a Unlock Snowden qui l'a vu hier, par exemple. Il y a Dr Pierre qui nous dit « Et il ne chante pas en playback pendant le film, c'était dingue. » Ouais, un an de... en fait, ce que je voulais, c'était faire des captations de concerts. Donc, c'est eux-mêmes qui font des lives. Et il faut savoir un truc, c'est que tourner un concert, c'est 8 heures de tournage. Et donc, ça veut dire que pendant 8 heures, ils font le même morceau, avec la même énergie, pendant 8 heures. Donc, c'est vraiment une performance incroyable. Même un artiste, quand il est en concert, il fait 2 heures de show et il rentre chez lui. Là, c'est 8 heures vraiment en continu. Et je ne voulais absolument pas faire de la post-synchro derrière. C'est-à-dire que leurs voix n'ont jamais été retravaillées, jamais été recalées, c'est eux. Le Globo, il faut rappeler, c'était une petite salle à Paris qui était en fait la salle rap, hein, qui était une des toutes premières. Et donc là, ce que tu mets en scène, c'est le premier concert, je crois. Le premier était à l'Élysée-Montmartre et ils ont fait Globo juste après, mais l'Élysée-Montmartre, comme il a brûlé il y a quelques années, il est tout refait, tout modernisé, donc je pouvais pas l'exploiter. C'est tellement difficile, je trouve, de filmer un concert, et toi, tu y arrives, mais alors de manière magistrale, quoi. Suprême Nikomouk, baby, Shane et Joey, Tony, m'amène React, m'amène Laser, Lady V, et m'amène Yazid, Mehdi, Cast, m'amène Joey, c'est parti, baby, Suprême Nikomouk, balance la purée, DJ. Encore une ascension, une nouvelle accession. Suprême TM encore, et toujours en action. Devant toi, je suis bien, je fonce et j'aime ça. Quant à toi, toi là-bas, quand tu m'écoutes, je retire de ton crâne maintenant le dernier doute. Toi, mes paroles, et retiens les biens que je te tiens. Enfin, dans mes mains, la solution pour guérir tes maux têtes, je t'envoie ma potion. C'est une potion anale, elle est fatale, elle fait mal, écarte ton trou de balle. Homogène, inventeur de la sodomie cabale. C'est clair, t'as le toucher de ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le toucher de ta mère sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher de ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher de ta mère. Alors, c'est quand même super. Quand tu tournes ça, comment tu sais que c'est réussi? Déjà, tu sens que les choses se passent bien. Il y a une bonne énergie. Quand tu fais tes concerts et que Cut Killer qui est là te dit ok, c'est comme à l'époque, je retrouve tout, il y a tout, les mêmes sensations, tu sais. Et nous, en plus, on avait quand même des figurants. Et quand pendant 8 heures, tu as aussi tes figurants qui sont à fond, encore demandent, qui disent allez, qui ne sont pas saoulés d'entendre le même morceau encore et encore, de refaire encore et encore les mecs enjaillés, bon, tu sens que tu tiens quelque chose. En tout cas, dans l'énergie, tu es au bon endroit. Puis bon, après, c'est en montage, hein. On vient de le voir, il y a le fil au micro, etc. Et là, je me dis, ah oui, mais il y a vraiment un souci du détail. Et ça, par exemple, comment ça se passe dans le cinéma? Comment ça se passe dans un biopic? Est-ce que tu as un historien, un archiviste? Est-ce que tu vas regarder des archives? Lesquelles? Comment on fait pour essayer d'être au plus proche de la réalité? Quand on en est à réfléchir sur la direction artistique du film, moi, j'ai une envie, j'ai évidemment... j'ai saigné quand même mon sujet. Quand j'arrive au moment de cette préparation-là, ça fait 2 ans et demi que j'écris le scénario, en plus du scénario, j'ai toute ma collaboration avec eux, puis tous les autres de cette époque. Donc, je suis quand même déjà nourrie de choses. J'ai en tête qui était cette jeunesse, etc. Et puis après, tu as aussi tes collaborateurs. Donc, entre le chef opérateur, la chef décoratrice et la chef costumière, on se met à 4, on s'enferme et puis à un moment donné, on définit une ligne. Jusqu'où on va aussi dans le côté reproduction d'époque. Moi, en fait, j'ai 2 éléments dans ce film qui tiennent en fait de l'aspect qu'on pourrait dire de reconstitution. Il y a tout ce qui est époque, donc décor, costume, mais j'ai mes 2 comédiens. C'est quand même un film français, donc
C'est un film qu'on appelle du milieu. Voilà, c'est un film qui fait 6 millions d'euros en fabrication. Donc, c'est quand même de l'argent. Mais pour un film d'époque avec des concerts, etc., c'est pas énorme. Hein. Ça veut dire, bah là, on le voit bien, par exemple, sur cet extrait. J'ai une voiture d'époque, toutes les voitures derrière. Ah oui, c'est vrai. Toutes les voitures modernes. Bah Ah oui, oui, c'est vrai. parce qu'en fait, j'ai pas les moyens de vider un parking entier pour mettre des voitures d'époque que tu loues par jour, etc. Voilà, mais moi, je me suis toujours dit, si on croit en mes deux gars, derrière, c'est pas très grave si on n'est pas 100% exact, parce que c'est impossible d'être 100% exact. En plus, l'urbanisme a totalement changé. Maintenant, on a des pistes cyclables dans tous les sens. C'est pas les mêmes panneaux, c'est pas les mêmes kiosques, c'est pas les mêmes bancs, c'est pas les mêmes arrêts de bus. Il n'y a plus de cabines téléphoniques. Enfin, tout a changé en fait. Ces supérettes là, toutes ces galeries commerciales ont tendance à avoir disparu pour beaucoup. Donc, c'est des choses qui n'existent plus et qui, pour moi, sont très typiques des années 80, début 90. Je raconte aussi ce moment où on acte l'abandon de cette jeunesse des quartiers. On a tourné ça à Villeurbanne. En province, tu trouves il y a beaucoup, parce que j'ai fait pas mal de régions, tu as encore beaucoup d'endroits comme ça, un peu hors du temps, qui sont ni abandonnés ni modernisés, quoi, des trucs qui n'ont pas bougé. Il y a quand même un moment où il y a au moins 6 ou 7 voitures d'époque. Qui est mythique dans l'histoire du groupe. En gros, ils n'ont pas eu le droit de faire le concert qu'ils devaient donner dans un gymnase. La mairie de Mantes-la-Jolie était partie du principe que NTM générait de la violence, parce que vraiment, si on resitue dans ce que raconte le film, c'est que la posture des politiques est très fortement relayée par les médias, c'est de dire en gros s'il y a des cités qui brûlent, puisque le film raconte ça, en fait, raconte le moment où la France découvre une jeunesse des quartiers, parce qu'il y a des émeutes successives suite à des bavures policières un peu partout en France. La réponse, c'était de dire, évidemment, quand on écoute un groupe qui s'appelle Nique ta mère, on n'a qu'une envie, c'est de brûler des voitures. Voilà. On les a résumés à ça et on a refusé d'écouter ce qu'ils avaient à dire et de considérer leurs propos comme des propos majeurs, importants. On leur a mis un sparadrap sur la bouche, mais au final, on les a bâillonnés eux, comme on bâillonne la jeunesse des banlieues encore et toujours aujourd'hui. Hein. Donc, pardon, c'était quoi la question? C'était Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Donc, voilà. Le concert est annulé. Mais en fait, il y a une grosse pression, surtout des jeunes qui veulent absolument voir le concert et eux ne veulent pas donner raison. Donc, ils ont fait un concert comme ça sauvage. Donc, dans la réalité, ils ont fait un concert sauvage au milieu du stade et il n'y avait pas d'éclairage. On leur a pas allumé les projos et du coup, des mecs sont arrivés avec leur bagnole et ils ont fait une arène de phares autour d'eux. Voilà. Et là, c'est la réalité. Donc moi, j'ai refait la même chose, mais pas dans un stade de rugby, sur une dalle. Et avec un mouvement de caméra très lent, très beau. Comme ça. Ouais, mais j'ai toujours, même en l'écrivant, je l'imaginais, c'est un énorme plan séquence, quoi. Comment ça s'écrit en fait un biopic? Comment, par rapport au ressort dramaturgique classique d'une fiction? Quand tu penses à une histoire de manière classique, quand tu adaptes un bouquin ou quand tu as une histoire à raconter que tu inventes, en fait, soit le bouquin, de toute façon, il a son début, son milieu, sa fin, soit l'histoire que tu inventes, toi, puisque tu l'inventes, en fait, tu es le seul détenteur de la suite des choses qui seraient possibles. Un biopic, d'autant plus de personnalités encore vivantes, te donne le champ des possibles. C'est-à-dire que, en gros, si ma caméra est un curseur, où est-ce que je place mon curseur? À quel moment de la chronologie d'NTM je place un curseur? Enfin, moi, je voulais raconter l'abandon des jeunes de quartier par les politiques. Et eux, dans leur histoire, ils l'ont incarné. Donc, évidemment que j'ai aussi envie de raconter le moment où le hip-hop, comme ça, devient français. Donc, ça me délimite aussi un moment de fin. C'est-à-dire que moi, au fond, j'ai pas envie de faire vie et gloire de Joey Starr et Cool Chain. En fait, je vais même aller plus loin et il n'y a pas de tabou. En fait, je m'en fous même de Joey Starr et Cool Chain. Moi, le film s'arrête au moment où ils deviennent Joey Starr et Cool Chain. Je les laisse au pied de leur zénith. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est bon, les gars, on sait après. Mais en fait, si tu rentres chez toi, tu tapes concert du Zénith 92 et tu l'as. Hein. C'est-à-dire que même moi, on me demande pourquoi vous ne faites pas le Zénith. Bah, tu l'as sur YouTube, copain. Je n'ai pas besoin de le faire. Et je le ferai moins bien que ce qu'eux, ils ont fait. Donc, toute la suite, on l'a. Toute la suite, on la connaît. Et je trouvais ça pas intéressant. Et en plus, ça sortait de mon propos de départ. Moi, je voulais raconter, voilà, ce moment-là. L'abandon. Et qu'est-ce que, voilà, où est-ce que la graine a été plantée? Comment ça s'est fait, en fait? À quel moment
le discours a plus jamais été possible entre les politiques et les jeunes de banlieue. Sur un des murs de la cité, il y a un graffiti Malik Oussekine. Et là, je me suis demandé si c'était... et toute licence en art, hein, Audrey, il n'y a aucun problème. Là, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas Audrey qui plaque ça? Moi, j'avais pas souvenir que Malik Oussekine avait autant marqué le monde du rap. Mais peut-être que je me gourre. Non, il n'a pas marqué le monde du rap. Ça, c'est moi. Mais tu vois. c'est moi parce que c'est bien. En fait, c'est quand même... je crois que c'est la 3e phrase qu'on entend dans le film. Un jeune homme de 22 ans a trouvé la mort, Malik Oussekine, avec tout le montage des archives audio, là. Et c'est important, puisque le film est quand même très... Enfin, il pose aussi, je pense, les bases des bavures policières, etc. Donc, c'est important de le montrer. Ça fait partie du contexte dans lequel cette jeunesse grandit. Ce que j'avais envie de faire, et ça revient comme un gimmick, sauf que j'aime beaucoup dans les films quand le réal dépose des choses et libre au spectateur ou pas de les voir, de les prendre. J'adore ces moments-là. Et moi, souvent, on revient dans le film, il y a un plus jamais ça, en fait. Et plus jamais ça, il y en a qui sont sur un mur à droite, sur un mur à gauche, avec un prénom de victime différent. Je trouve ça important parce que ça date pas d'aujourd'hui, les bavures policières, et que c'est bien le problème. C'était avant-hier, j'ai pris la photo. C'était jour pour les 35 ans de la mort de Malik. Je suis passé rue Monsieur le Prince et voilà, on voit 4 bouquets de fleurs. Je peux dire, SOS Racisme, la mairie de Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, Alternative Citoyenne et David Assouline, aujourd'hui sénateur et qui était à l'époque leader étudiant. Assassin avait mentionné Malik Oussekine, c'est vrai. Dans les soucis d'exactitude, on voit, alors je pense que c'est la chambre de, je sais plus si c'est de Cool Chain ou de Joey ou de DJs, qu'importe. On voit tout un tas d'objets et puis là il y a cette pochette de Grand Master Flash et tout. Je dis, vraiment c'est très très bien fait tout ça. Et dans le générique est presque long comme un jour sans pain. Il y a le crédit de la pochette. J'ai vu Grand Master Flash, etc. Mais t'es obligé. T'es obligé. Tout ce qui est à l'image, t'es obligé de demander l'autorisation, un poster, n'importe quoi, tous les films, t'es obligé. Tout ce que tu montres dans un film, t'es obligé. Tout ce que t'entends et tout ce que tu montres. Je voulais mettre du James Brown, j'ai jamais eu le droit. Il y a des choses que tu as dû enlever ou ne pas mettre parce que... En tout cas, il y a des choses que tu n'as pas le droit. Il y a des choses très absurdes, mais comme les bombers d'équipes de baseball, de basket. Les Raiders. Le grand truc, c'était les Raiders, ouais. Ouais, bah, il y a une équipe que j'ai pas eu le droit d'utiliser parce que ils voulaient pas que l'image de leur équipe soit dans un film où il y a des propos contre la police. Dans les ressorts dramatiques, il y a un fil conducteur, c'est les relations entre Joey et son père. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Didier, tu comprends très vite. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est déconstruit autour de son père. Et c'est très important parce que dans son histoire avec Cool Chain, il y a les conséquences de la relation avec son père. Il a transféré sur Cool Chain ce qu'il n'a pas trouvé, ses problématiques avec son père. Et il cherche chez Cool Chain, il veut que Cool Chain lui donne ce que son père lui a pas donné. Donc, c'est son rock, c'est son repère, et puis c'est en lui qu'il cherche de la reconnaissance. Joey, qui est donc à droite sur le divan, à gauche, cet acteur formidable par ailleurs, pareil, extraordinaire. Ouais, il est incroyable. Ah ouais, vraiment. Jean-Louis Leoca, super acteur. Qui donc lui apporte, je crois que c'est le premier maxi. Oui. Et puis, bon, on va pas raconter, mais ça se passe très mal. Et donc, Joey qui vient chercher la reconnaissance du père, il ne l'a pas, voilà. Il l'a pas. Il ne l'a pas. J'explique qu'il fasse tout aujourd'hui. Musique, cinéma, théâtre, bouquins, télé-réalité quand il est à la Nouvelle Star, enfin tout ça. En fait, il est omniprésent. Il le dit à un moment, tu vas me voir et tu vas m'entendre. Bah, c'est ça en fait. C'est une grosse blessure chez Didier. Et encore une fois, je le maintiens, c'est la clé de tout. C'est-à-dire, c'est autant la clé de sa personnalité que la clé de son rapport avec Cool Chain. Et ce film, c'est aussi l'histoire d'un rejet. Et qu'est-ce qu'on fait de ce rejet? C'est l'histoire d'un gamin rejeté par son père, c'est l'histoire de jeunes qui sont rejetés par leur société. Et qu'est-ce qu'ils font de cette colère? On en fait de l'art, et c'est même pas on en fait de l'art, moi je vais aller plus loin, parce que
encore une fois, avant que ces mecs-là ne rappent, avant que Assassin ou NTM ne fassent du rap, cette époque-là, il n'y avait pas de rap. Ouais, il y avait Benny B, tout ça. Enfin, mais le rap conscient, le rap avec du texte, et le rap surtout qui dure, qui n'est pas un essai comme je crois qu'il y a eu sur des timides et sans complexe, etc. Vraiment des mecs qui sont restés. Bah, c'est eux, et c'est comme une jeunesse qui a inventé une manière de s'exprimer. Ils sont partis de ce qu'ont fait les Américains, mais ils l'ont francisé quand même. Ils ont écrit, ils ont interprété une langue qui n'existait pas. Ils ont fait ce que le rock était en train de faire, mais n'avait jamais su faire jusque-là. C'est-à-dire le rock français avait été toujours une espèce d'adaptation sirupeuse. Là. La quintessence, c'est le yéyé, quoi. C'était du sous-rock, alors que les NTM, IAM, eux, vont prendre le rap américain et ils vont en faire quelque chose ça va être leur chose, quoi. Ça va être leur chose, voilà. Et ça, ouais, ils ont réinventé un truc. Pour revenir au père, oui, enfin, faut le vivre. Hein. Moi, je me demande toujours comment il est parfois, comment il est encore debout, parce que c'est une telle souffrance. Et encore, moi, j'ai pris le parti de ne pas montrer la violence physique, parce qu'il est déjà grand dans mon film. Il faut imaginer qu'en plus, gamin, il était maltraité, donc physiquement. Le père, il a donc il a un rôle. Il faut l'autorisation du père dans un biopic ou pas? De la même manière qu'il faut l'autorisation du détenteur des droits des Boomers, des Raiders. Mais alors, en fait, il y a deux façons d'aborder la chose. Vous pouvez faire suprême en allant voir les protagonistes concernés, en marchant main dans la main avec eux, ou vous pouvez faire Aline. C'est-à-dire quand même, Valérie Lemercier n'a pas les droits pour raconter la vie de Céline Dion. Céline Dion lui a dit non, je suis pas d'accord avec ton point de vue, tes machins, je ne veux pas. Bah, Aline, c'est horrible parce que moi, je sais pas comment... Enfin, c'est quand même la vie de quelqu'un qu'on raconte. Mais Aline, c'est un film sur Céline Dion sans Céline Dion. C'est pour ça que ça s'appelle Aline. Mais vous avez la loi française, contrairement à l'Amérique, tant qu'il n'y a pas de diffamation, vous pouvez faire ce que vous voulez sur qui vous voulez. Moi, la seule chose sur laquelle on peut être attaqué, c'est la diffamation. Moi, je monte pas, voilà, je dis pas qu'ils égorgent des bébés dans une cave et qu'ils font des rites sataniques. En fait, il n'y a pas de diffamation. Donc, j'aurais pu aussi faire ce film sans eux si on nommait la problématique des droits musicaux. Hein. Évidemment, s'ils ne me donnent pas leur accord pour le film, je ne sais pas comment ils me donneraient l'accord pour utiliser leurs morceaux. Donc, c'est pour ça que c'est impossible de faire un film comme ça sans eux. Bien sûr. Mais en même temps, Céline Dion, elle l'a fait sans son accord, mais Céline Dion n'était pas autrice des textes, donc c'était plus simple à détourner. On voit au générique le nom de Joey Starr, de Cool Chain et de DJS. Comment tu les as convaincus? Tout simplement, je leur ai dit que je voulais pas faire un film sur eux, que ma motivation première, c'était pas de faire un film sur eux, c'était d'utiliser leur histoire pour parler d'aujourd'hui, en fait, de ce constat que rien n'a changé entre leur jeunesse et celle d'aujourd'hui. C'est il y a 5 ans, quand je vais voir, c'est Didier que j'ai vu en premier, quand je lui expose mon projet, il y a 5 ans, je lui ai dit, on est là à se demander pourquoi des jeunes partent en Syrie, mais en fait, c'est qu'on a raté tellement de choses et qu'on aurait été plus inspiré d'écouter vos textes plutôt que de s'acharner encore et toujours à stigmatiser une jeunesse et à la laisser croupir de l'autre côté du périph'. Et en fait, c'est ça qui l'a convaincu qu'il y avait un film intéressant à faire. Parce que sinon, ils ne voyaient pas l'intérêt ni l'un comme l'autre de faire un film à leur gloire. Enfin, ils avaient l'impression qu'il n'y avait rien à dire, en fait. Ce que je peux comprendre aussi. C'est un plan séquence, d'ailleurs. Si je ne me suis pas gouré, de répétition où Joey n'y arrive pas. Et Bruno vient le... Ouais, c'est même un peu plus parce que pour la situer dans le contexte, oui. Cet extrait où Didier est déjà au micro, il faut imaginer que Didier l'attend déjà depuis 4 ou 5 heures. Oui, ça faut dire qu'il était toujours en retard. Hein. Voilà, donc il y a cette tension, c'est les premiers morceaux qu'ils doivent écrire pour faire un album, ils sont complètement... tout est nouveau pour eux en fait, donc il y a un énorme enjeu. Kouchen, c'est quand même quelqu'un de très carré, très droit dans le boulot, on n'a pas de temps pour blaguer, donc lui évidemment il a déjà posé 50 fois ses couplets, il est carré dans l'axe comme on dit, et on attend toujours l'autre qui n'arrive pas, et puis quand il arrive en plus il est connecté à on ne sait quelle planète, va savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a pris, etc. Donc il n'est pas forcément agréable, et puis juste avant d'être là, quand Kouchen lui demande son texte, il lui sort un bout de papier tout déchiré. C'est une scène aussi qui montre leurs énergies face au travail.
Didier, il déteste le studio, il déteste faire des clips. Didier, ce qu'il aime, c'est la scène. Et moi, j'avais besoin de montrer la différence entre Didier, quand on doit être dans quelque chose de très précis et très rigoureux, comme enregistrer un truc en studio, et Didier qui d'un coup est lâché sur une scène et qui est une toute autre personne. C'est important pour moi qu'il y ait ces deux éléments dans le film pour qu'on comprenne bien sa personnalité et sa manière d'approcher en fait cette scène, ce rap et sa manière de le vivre. Avec au contraire en face un Cool Chain très carré, très très sérieux. Écoute-moi, t'es avec moi là? C'est bon? T'es avec moi? Ouais. Laisse ce texte, tu le connais par cœur. Écoute, on a toute la journée pour faire des prises. Ça va rentrer. Ça va le faire. Ok? Après, on structure le morceau. Alors, vas-y, viens, je te lance. Laisse une oreille dehors. Je te lance sur le truc. Lance-moi sur les premières, les 10 premières, tu vois. Je te lance sur la première. Vas-y, envoie. Tranquille, ça va le faire. Putain, là. Vas-y. Donc c'est le monde de demain. Vous aurez reconnu, les amis. Pur produit de cette infamie, appelez la banlieue de Paris. Pur produit de cette infamie, appelez la banlieue de Paris. Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. Trop parse pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas aux abords de vos toits? Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, ne vous étonnez pas. On est d'accord, c'est un plan séquence, non? C'est totalement un plan séquence, mais je crois que ça dure... 3 minutes? Attends, ça dure, ça fait... 3-4 oui, minutes? quelque chose comme ça, 3-4 minutes même, ouais, c'est un peu, ça roule. C'est aussi un moment où le cinéma les raconte, enfin, je sais pas comment dire, la magie du plan séquence, c'est ça, et on est au cœur de eux deux, on est avec eux, au cœur de eux deux, dans leur intimité, vraiment dans l'intimité de ce duo-là, et le cinéma permet de raconter ce moment-là. Avec ce plan séquence cadré comme ça, les laisser vivre, et en même temps, tout est très, très cadré, mais voilà, fallait que ça vive, quoi. Effectivement, c'est là où on voit quand même la magnifique complicité quand il le prend par l'épaule, parce que ça y est, ça sort enfin après des heures, parce qu'on imagine que c'est des heures d'enregistrement. Et bon, je te l'ai dit par email, moi j'ai eu la chance, alors pas pour ce morceau-là, mais d'assister à des enregistrements studio des NTM, bah, c'était ça, quoi. C'était ça. Ouais, bien sûr. Donc, non, mais vraiment, quoi, c'était avec le bordel à la console, en cabine, cabine avec un nombre de gens incroyables, etc. Ni Chandor, ni Théo ne sont des rappeurs ou des danseurs, ni rien, donc on part de zéro. Mmh. Et il y a, moi, cet objectif d'être crédible sur scène. Mmh. Au final, ils arrivent au-delà de mes espérances. Bah, moi, bien sûr. Je m'en remets encore pas de la performance qu'ils ont faite. Je me suis demandé comment, une fois que je les avais castés, etc., je me suis dit, OK, comment on va faire? NTM, c'est de la scène, c'est de l'authenticité, c'est de la véracité, donc comment on va faire sans tricher? En fait, ils connaissent tout, NTM, de 98 à 91. Ouais. En gros, j'ai commencé à les faire travailler sur les morceaux les plus récents. Il y a aussi un mec qui s'appelle Touko, qui est sur scène avec Touko, qui est aussi dans le film, qui joue un des danseurs. C'est un gars qui est avec NTM depuis qu'il a 12 ans. Il les connaît par cœur et il est surtout rappeur, ce que je ne suis pas. Et du coup, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai mes deux gars, j'ai mon idée pour y arriver, mais moi, la technique, je ne l'ai pas. Donc, est-ce que tu veux être en gros leur coach de rap? Voilà. Et à côté de ça, il y avait une autre personne qui s'appelle Gladys Gambi, qui, elle, est plus chorégraphe, scénographe, et qui a dansé à cette époque-là aussi, et qui a été, elle, le coach de danse, on va dire. Une fois qu'ils maîtrisaient les morceaux du film, on a pu intégrer, en gros, Nati à Gladys, quoi. Ils ont fait leur répète ensemble, mais pendant toute une partie, c'était d'abord le rap d'un côté, puis la danse de l'autre. Et donc, on est parti des textes de 98. Ils vont sur YouTube, ils regardent concert, voilà, Sensani Style, machin, tout ça. Ils les ont les images. Donc, ils ont fait du mime. Au début, c'était dans le mime. C'était très bizarre pour eux, hein. Moi, Didier m'a toujours dit, qu'est-ce que c'est bizarre de voir un mec t'imiter, devenir toi. C'est tellement bizarre.
Puis petit à petit, on est allé vers le rap 90, beaucoup plus dur en fait, beaucoup plus rapide, beaucoup plus physique. Et puis en plus, à l'époque, ils rappaient, ils dansaient, donc ça devenait de plus en plus complexe pour eux. Mais comme ils comprenaient de plus en plus qui était leur personnage, c'était un truc plus ludique. Voilà. Puisqu'on parle de studio, il y a DJ. DJS est incarné. DJS était donc le DJ de DJ Detonator S de NTM. Pour ceux qui connaissent les NTM, à un moment donné, il disparaît. Il disparaître. Enfin voilà, il disparaît de la circulation. Comment ? Il s'en va. Il s'en va. À titre personnel, moi, je n'avais plus aucune nouvelle de lui. Je n'en cherchais pas non plus tous les jours. Enfin, aucune nouvelle. Comment tu le retrouves et pourquoi il accepte ? Alors d'abord, pourquoi il quitte le groupe et pourquoi il accepte et comment tu le retrouves ? Alors, pourquoi il quitte le groupe ? Là, les enfants, écoutez bien, c'est génial. On comprend dans le film pourquoi il quitte le groupe à partir du moment où le Possi se délite, que les égos des deux sont de plus en plus affirmés et en opposition, que Didier a de plus en plus ses rapports avec la drogue et donc est très Didier, quoi. C'est-à-dire, au moment où tout ce que vous voyez dans le film s'exacerbe, c'est-à-dire ça pourrait être la scène d'après la scène du Zénith, en vérité, hein, on est quasiment dans la foulée de ça. Ils partent pour faire 93 J'appuie sur la gâchette, leur deuxième album, et en fait lui ne supporte plus tout ça. Et il faut resituer, DJS, c'est l'ami d'enfance de Bruno, donc ils se connaissent, en tout cas eux deux se connaissent depuis qu'ils sont à la maternelle. Donc c'est vraiment des amis de toujours, ils partaient en vacances ensemble, etc. Les parents sont proches. Et DJS est un mec très intègre. Donc Franck, de son prénom, un jour, il a dit je me casse, je crois que c'était pendant le mixage de l'album, hein. Donc l'album était pendant le deuxième album. Il s'est barré. Et du jour au lendemain, plus personne n'a une nouvelle. Donc lui, aujourd'hui, est blessé parce que personne n'a cherché à le rattraper. Et de l'autre côté, moi, j'ai Bruno qui ne comprend pas pourquoi son pote d'enfance a fait ça et n'est jamais revenu vers lui non plus. Donc, c'est une blessure pour les deux, hein, clairement. Et donc, moi, DJS, je suis obligée de le retrouver. Non pas parce que il est dans le film, même si à part les Divi, parce que voilà, elle n'est plus de ce monde, mais j'ai évidemment... Ouais, et la petite chérie la petite amie de Bruno. C'est parce qu'il y en a un qui demande s'il n'y avait pas des histoires de meufs entre eux. Bah non, parce qu'en fait, Bruno, il avait une meuf. Absolument. Lady Vic. Depuis ses 15 ans, je crois, 15-17 ans, il était avec elle. Donc, qui était la danseuse, enfin une des danseuses. C'était la danseuse. En tout cas, c'était la seule fille de NTM. La seule fille, ouais, absolument. Voilà, et qui est très partie, sympa, très très sympa. Elle n'avait même pas 30 ans quand elle est partie très jeune. De voiture. Elle est partie très jeune. Et en fait, donc je les ai tous rencontrés. Et donc, évidemment, j'avais envie de rencontrer déjà Franck par rapport à l'authenticité. Je voulais qu'il me raconte son NTM à lui pour pouvoir l'intégrer à l'histoire. Parce que tout à l'heure, quand tu disais il n'y a pas de révisionnisme ni rien, c'est aussi parce que j'ai pu parler à tout le monde et j'ai pu essayer de comprendre ce qu'était NTM, l'enjeu d'NTM chez les NTM, etc., de donner une place à chacun, de capter vraiment qui était par rapport à qui faisait quoi. Et surtout, j'ai eu en face de moi des mecs intelligents, c'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui, ils sont tous fâchés, mais jamais Didier ou Bruno m'ont demandé d'omettre l'existence des uns et des autres. Non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je dis qu'il y a... Et c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de révisionnisme, parce qu'on sait, on ne rentrera pas dans les détails, mais il y a même des procès, alors pas entre deux, mais avec des managers, entre etc. Farhan et Didier, ouais, on parlera de Farhan. Mais voilà, typiquement sur Farhan, Didier, il m'a dit, écoute, c'est normal qu'il soit dans le film parce qu'il fait partie de notre histoire. Moi, parce qu'on est en procès, lui et moi, je ne vais pas t'en parler parce qu'il me dit, je ne veux pas, en fait, venir polluer ton film avec ma problématique. Donc, va voir Farhan, va trouver Farhan où tu veux, il n'y a aucun problème, mais moi, tu ne viens pas me le mettre... Enfin, moi, ne me demande pas de te donner mon avis sur Farhan. Il a été très clair. Mais tout ça révèle d'une vraie intelligence.
Et quand tu parles de révisionnisme, bah, Straight Outta Compton, c'est quand même l'illustration du film révisionniste par excellence, par exemple. Lequel? J'ai pas entendu. Le film sur NWA, Straight Outta Ah Compton. oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, 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 oui. Ah, les mecs se sont refait une histoire, c'est des Oui, oui. mecs qui sont trop propres, trop clean, trop merveilleux. Voilà, mais c'est parce que aussi c'est leur initiative, c'est raconté par eux, ils sont là tout le temps. Je pense que Moi, les mecs n'étaient pas avec moi, hein, jamais en fait. je pense que ton film est beaucoup plus proche de 8 Mile que de Straight Outta Ouais, Compton. totalement. Ah oui. Ouais, je suis bien Non, d'accord. non, non. Mais alors revenons sur DJS quand même. Ce Donc, grand DJS. monsieur qui portait ses caisses de disques. Enfin, Voilà, exactement, qui comptait ses disques tout le temps et tout. Et là, ces fameuses caisses de disques. Et là, de toutes les manières, Sony Music nous dit, vous êtes obligé de le rencontrer, parce que moi, je les contacte aussi pour qu'ils me donnent le contact de DJS, puisque plus personne ne l'a. Mais Sony me dit, on n'a plus de lien avec lui depuis plus de 20 ans. On a des royalties en attente. Il ne nous répond pas. On n'a pas de bon numéro de téléphone. On n'a rien. On peut rien me donner, à part une adresse. On ne sait même pas si c'est la bonne. OK. Et j'ai écrit, c'est une adresse où, en tout cas, je ne sais pas si mon courrier est arrivé quelque part parce que j'ai jamais eu de réponse. Et donc, ça devient inquiétant parce que je peux pas utiliser les morceaux si j'ai pas l'accord de tous les ayants droit. Et ils sont 3 sur les morceaux. Hein. Donc, s'il me dit pas oui, je ne peux pas les utiliser. Donc, je suis obligée de retrouver cette personne. Et je contacte... à ce moment-là, il y a Arte qui fait un truc spécial hip-hop. Et sur leur session spéciale hip-hop, il y a un documentaire qui est réalisé par Pascal Tessot sur Paris 8, etc., où les NTM allaient aussi. Notamment, il y a une énorme interview hyper mythique là, devant une fresque de Mode Tout, etc. Ils sont tous là, tout le possi est là. Donc moi, je l'appelle, je contacte Pascal et je lui dis, mais à tout hasard, tu as été dans toutes les personnes que tu as rencontrées, tu es allé jusqu'à Franck Loyer. Il me dit, ah, mais DJS, il est dans mes potes Facebook, vas-y. Ouais, sur Facebook, effectivement, dans les contacts de Pascal Tessot, il y a Franck Loyer. Mais c'est génial. Donc, je contacte Franck Loyer, je lui envoie un message, il ne me répond pas. Mais la magie de Facebook, c'est que, en plus, le contact, moi, je n'ai pas de Facebook, donc c'est avec le profil de Chandor. Et Chandor me dit, mais attends, on a une pote en commun, une meuf au Maroc. Je dis, mais tu connais cette meuf? Il me dit, bah non, mais je ne sais pas pourquoi elle est dans mes contacts, parce qu'on a aussi un autre pote en commun. Bref, t'inquiète. Il écrit à la meuf, il lui explique, voilà, je joue dans un film et tout, sur NTM, il y a Franck Loyer, blablabla, il fait son petit... Et elle lui répond, elle dit, mais oui, mais Franck, c'est mon ami, là, il ne vous répond pas parce qu'il a eu un accident de moto, mais je vais aller le voir demain, j'en parle avec lui. 2 jours après, elle nous dit, voilà, c'est le numéro de Franck, appelez-le. C'est dingue, Youpi, c'est dingue. Là, on a Franck Loyer, c'est génial. C'est dingue. Donc, j'appelle ce Franck Loyer, un numéro au Maroc. Et là, il me dit, ah oui, c'est moi. En gros, je me suis rangé des camions, fini pour moi la musique. Je fais des plans hôtellerie, restauration au Maroc. Bon, là, j'ai eu un accident, je suis un peu défigurée, j'ai un accident de moto. Puis ici, voilà, c'est le Maroc, c'est pas la France. Donc, je peux pas faire tous mes soins en même temps, ça coûte cher, blablabla. Ok, le mec me raconte sa vie, mais en même temps, je le branche sur l'époque, il me parle de ses concerts, de ses trucs en MJC, il se rappelle, je dis ce qu'il m'a dit, l'odeur, les trucs, tout ça. C'est ma jeunesse, ça, c'est ma vie. Tellement raison de faire un film là-dessus, il faut que ça existe, etc. Super, je le mets en lien avec mon producteur. Bon. Puis mon producteur me dit quand même, putain, c'est bizarre, il nous demande d'envoyer des documents dans des taxiphones, des trucs. C'est un peu chelou quand même. Il a un procédé un peu bizarre. Puis il me dit, ouais, ça doit être le Maroc. Je dis, ouais, ça va, le Maroc, c'est pas OK. Mais c'est quand même un peu assez développé. D'accord, bon. Et je vais chez Didier et je lui dis, ouais, on l'a retrouvé, Franck. Il me dit, ah ouais, cool. Je dis, il est au Maroc. Il me dit, mais pourquoi il irait au Maroc? Je dis, parce qu'il fait plus de musique. Maintenant, il bosse dans les restos, la restauration, l'hôtellerie. Il me dit, ah, c'est mort, c'est pas lui. Jamais de la vie, il ferait ça. Je dis, bah, t'en sais rien. C'était il y a 30 ans. Le mec a évolué. Il me dit, mais rien, je te dis jamais. Il me dit, montre-moi une photo. Il me dit, t'as une photo? Montre-moi une photo. Donc là, j'appelle mon producteur, je dis, envoie-moi le scan de la carte d'identité du gars, là, vu que vous êtes en train de faire les contrats. Non, plus exactement, tu m'as dit, demande au gars sa carte d'identité, parce que tu veux une photo, en fait, au départ. Oui, je veux une photo. C'est ça. Ouais, mais c'est la photo sur la carte d'identité. Et donc là, il me l'envoie, je la montre à Didier, et Didier me dit, il regarde, ça dure 20 secondes, il regarde, il fait, non, pas lui.
Je dis, non, non, mais regarde de plus près. Il me dit, mais c'est pas lui, je te dis, c'est pas lui. Ou alors, il mange beaucoup, c'est pas lui. OK. Et il me dit, regarde, test. Il y a écrit quelle taille sur sa carte d'identité. Je fais 1m75. Il me dit, bah, il est plus grand que moi, donc c'est pas Eh possible. oui. Eh oui. Donc là, j'appelle mon producteur, je dis, usurpateur d'identité, mais quand même. Tu fais comme Est-ce qu'on ça. peut 2 secondes. Ouais. Est-ce qu'on peut pendant 2 secondes imaginer ce gars? Moi, je l'imagine comme ça, dans sa petite villa au Maroc, comme ça, qui a un téléphone posé sur une table où il doit y avoir écrit téléphone DJS, je pense. Mais vraiment, hein. Il doit y avoir des feuilles Wikipédia scotchées sur la petite tablette à côté. Et quand le téléphone sonne, il dit « Allô, Franck Loyer ?» « Oui, c'est moi. » Et il récite les trucs. C'est pas possible autrement. Enfin, je ne comprends pas. Enfin, le mec, je suis pas la première, parce que Pascal Tessot a dû lui parler pendant 4 heures et le mec est tout persuadé qu'il a parlé à DJS. C'est formidable, ce n'est pas DJS. Donc, retour à la case départ. Merde, où est DJS? Fini par le retrouver en passant par Solo, qui a repris contact avec un mec qui était DJ aussi à l'époque, qui aurait gardé contact. Et en fait, quand j'arrive à DJS, DJS, il a fait une croix sur NTM. NTM ne fait plus partie de sa vie. En plus, il est marié à une femme colombienne, je crois, donc elle ne sait même pas quelle a été la vie de son mec avant elle. Elle ne sait pas qu'il était dans un des plus grands groupes de rap français, qu'il est à l'origine d'un mouvement incroyable. Elle ne sait pas. Il a tout mis dans des boîtes, il a tout mis au plafond. Le jour où il est parti, il a dit « Salut NTM, ciao NTM, au revoir ». Donc, il a quand même fallu lui dire « Gars, tu as des royalties qui t'attendent chez Sony. Nous, on va faire un film, reviens. » Il est quand même vendeur de plaques à induction. Il n'est plus du tout dans la musique. Il n'est plus du tout là. Donc, il a fallu le ramener, le mettre en confiance. Surtout, c'est quelqu'un qui voit ça de très, très loin. Mais on l'a eu. On l'a eu. Chez Polydor, qui est la première maison de disques, enfin une des premières maisons de disques que le groupe va aller voir. Là, je mets la première image. C'est une maison de disques à laquelle ils envoient une maquette. Ils ont fait leur premier concert. Ils ont rencontré leur premier manager, qui est celui qu'on voit tout au fond, qui est Franck Chevalier, qui a été les chercher, qui leur a dit qu'il était persuadé que ces mecs avaient du potentiel, qu'ils voulaient être leur manager. Il faut savoir qu'il était attaché de presse chez Jean-Paul Gaultier, donc pas du tout dans la musique, Franck, mais c'est un personnage incroyable, ce mec. Incroyable. Pour le situer quand même, je trouve que ça raconte beaucoup sur le bonhomme que c'est. Aujourd'hui, c'est le seul mec qui est fâché avec personne de cette époque. Voilà. Tous les mecs de cette époque, mais de NTM à tous les rappeurs, tous les mecs qui ont fait partie de cette mouvance hip-hop et qui sont copains avec lui encore. Et il est fâché avec personne. C'est un grand mec. Avec un parolier, ce serait mieux. Pardon? Ça changerait tout. Comment ça, parolier? De quoi tu parles? Tu m'as jamais parlé T'es de chaud dans parolier? ton slip, toi, tu veux dire quoi là? Non, on prend pas de torche qu'une, moi. Vous braquez pas, les gars, c'est très courant dans la musique. Et puis, prenez pas mal, hein. Mais vos paroles, on pige rien. Mais attends, mais il va écrire sur quoi, ton parolier? Sur nous? Sur la banlieue, il y connaît quoi? Il est jamais allé de sa vie. Même en taxi, il est pas passé à côté. Ouais. Ici, on écrit sur tout, vous savez. Ah bon? D'accord, mais c'est pas un marché, le hip-hop. C'est une philosophie. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et en même temps, si ça se trouve, d'ici un an, ça n'existera plus. Donc, réfléchissez bien avant de claquer la porte. Bah, écoute bien. Ni que ta mère. T'as compris ça? Voilà des paroles, tu vois? Les gars. Je Ils t'appelle. veulent nous la faire à l'envers, ces fils de pute. On cartonne tout. Cartonnez tout. Arrête. Non. Mais regarde, s'il vous plaît, arrêtez. Bonjour, madame. Ça veut dire quoi, NTM? Voilà. Mais Franck aussi est un taiseux comparé aux deux autres. Je pense que c'est bien de le dire. C'est-à-dire que c'est un mec, toi qui l'as connu aussi, il écoute beaucoup. Il parle que quand c'est nécessaire. C'est vraiment pas il n'est pas du tout au même endroit que les autres, quoi. C'est souvent les DJ. Hein. Oui, c'est vrai. C'est comme les bassistes dans les groupes de rock. Hein. C'est ceux qui ils mettent le truc et puis les autres ils font les cons, quoi. Mais eux ils assurent. Et il y a d'ailleurs tu le montres très bien dans la scène où il répète, et lui il écoute même pas ce qu'ils font. Il est là avec ses disques. Univers. Voilà, c'est sûr. Il est hyper impatient, c'est-à-dire que j'ai terminé de tourner et une semaine après il me dit c'est bon, je peux venir voir le film. Je dis mais de quoi tu parles? Ça fait une semaine que je suis en montage, il n'y a pas de film. Il avait très peur, pas que le film soit mauvais,
justement parce qu'il a quand même lu le scénario, donc il sait tout ce qu'il y a avec son père, etc. Il avait très peur de se prendre ça en pleine figure. Chaque fois qu'il voit le film, il fond en larmes. C'est vraiment un film qui le touche beaucoup. Il est hyper fier du film, il n'arrête pas de me le dire. Même si là, plus personne va au cinéma et que les entrées ne sont pas conséquentes, malgré tout, il me dit ça ne change rien, le film que tu as fait, il est incroyable, il est super, j'en suis fière. Donc Didier, il est sur ce créneau, et Bruno, pareil. Il est hyper estomaqué, voilà, par le rendu, par le travail, etc. Il a été super classe. Il a appelé les deux pour leur dire à quel point il était halluciné. Et ce qui est très mignon, c'est qu'à l'avant-première du film, il y avait sa mère, il y avait son frère, il y avait ses neveux. Et tous sont venus me voir en larmes, en me remerciant. Sa mère, elle m'a dit, mais on dirait mon fils. J'avais l'impression d'entendre mon fils, de voir mon fils. Mais comment t'as fait? Comment c'est possible? Voilà, c'est très mignon. Donc, ils ont vu le film. Et DJS, je n'en sais rien. Parce que DJS a fait du DJS, c'est-à-dire il a collaboré ce qu'il avait envie de collaborer, puis il a disparu. Là, on parle donc, si je me trompe pas, c'est pour un concert en tout cas, c'est pour aller à Bordeaux ou La Rochelle. On est Gare Montparnasse, je crois. Angoulême. C'est ça, on est dans cette zone. On va vers Gare Montparnasse, très bien, madame. Ouais, et ils sont dans le train. DJS a posé ses platines, ses disques sur un siège, et un couple vient, je crois, et s'assoit, enfin, je ne sais pas, c'est pas la dame, je crois, qui s'assoit sur les disques de Franck. Et là, ça part en couille. Voilà, en gros, ça part en couille, ça part même en baston. Et ça se termine au commissariat, pas de concert d'ailleurs. Garde à vue, pas de concert. C'est une scène que je voulais mettre dans le film, parce qu'après, une fois qu'ils étaient dans leur cellule, je voulais faire un anachronisme avec le morceau de Qui paiera les dégâts. Je voulais en fait enfin, pas faire un morceau, mais qui commence un peu à esquisser des paroles de police. En fait, il y avait à ce moment-là une grève de la SNCF, donc il y a 3 ou 4 heures d'attente. Et donc tout le monde, quand le train arrive, et donc moi j'accompagne en tant que journaliste rock les NTM, donc tout le monde se précipite. Effectivement, c'est ce que tu racontes. Et le type, il est un peu en sang, tout le monde descend, les flics arrivent, et le mec dit non, mais c'est un peu de ma faute. Genre, c'est bon. On laisse tomber. Il y a un flic qui demande à Joey, qui dit mais je vous reconnais, vous. Mais c'est pas vous qui avez dit qu'on avait des têtes de gorée à la télévision? Et là, je sais plus si c'est Coolchen ou Joey qui se démonte pas, qui dit ouais, c'est ce qu'on a dit. Et c'est là où les mecs disent contrôle d'identité, on va aller au poste, garde à vue, 4 heures. Et sache, Audrey, que moi j'ai quelque part une cassette où, oh là là, a cappella, il me rappe un couplet de Police. Ils l'ont pas écrit, mais ils l'ont. Voilà. Et donc, mais moi, je pensais que si tu veux, dans la grande histoire des NTM, cette histoire était peu connue. Et donc, ça m'a fait plaisir quand tu m'as dit au téléphone que ça a failli être une scène. Mais ouais, mais ça a failli. C'est vraiment pour des histoires de budget et tout ça. Mais pour moi, je trouve que, surtout quand on sait qui met la patate. Oui, mais voilà. on dira pas, même si la prescription depuis très très longtemps. Je suis allé en garde à vue avec eux, absolument. Absolument, au commissariat du 14e arrondissement. C'est un bordel pas possible. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le groupe est totalement sulfureux, alors que je trouve que ton film rend magnifiquement ça. C'est-à-dire que ce qui est sulfureux, c'est l'époque qui est idiote, quoi. C'est l'époque qui ne comprend pas qu'en fait, c'est des joyaux. Exactement. C'est ce qu'on en a fait qui est sulfureux, parce qu'eux, au départ, sont juste brillants, en fait, quand on y pense. Éric Raoult, ministre de la ville et effectivement autre chose, je ne sais plus ce que c'était, la jeunesse. Je crois que c'est de la ville et de la jeunesse. Ouais. Voilà. Ministre de droite. Ministre de droite. Il y a 2 choses qu'il ne supporte pas par rapport à NTM, c'est de s'appeler Nique ta mère déjà. Voilà, je pense que... Voilà. Et que Jack Lang ait donné une bourse d'aide en disant que le rap c'était super. Il y a un mec qui s'appelait Charles Herman, qui était un député de droite aussi, qui a dit que reconnaître un groupe qui s'appelle Nique ta mère, c'était porter atteinte aux valeurs judéo-chrétiennes de la France. Absolument, absolument. Voilà. Franchement, entre Zemmour et Pécresse, en fait, on est au même endroit. On est encore au même endroit. Faut avouer, c'est quand même pas rien ce qu'ils nous racontent là. Hein, c'est des anarchistes. Ça a toujours existé, c'est normal. Maintenant, vous gagnez de l'argent en vendant des disques. Ouais, c'est notre travail, donc on gagne de la thune, on est payé. Quoi. Et pourquoi vous ne réinvestissez pas cette thune dans les banlieues? Non mais attendez, mais vous m'avez pris pour Mère Teresa ou quoi?
je souhaiterais que vous soyez un peu plus Mère Teresa. Ça changerait peut-être les choses et dans le bon sens. D'accord. Bah, moi, déjà, je pense qu'à travers nos chansons, on est déjà un peu plus que vous. C'est clair. Et secondo, vous nous la faites un peu à l'envers, non? Parce que moi, je vais vous le dire, il y a un vrai problème avec les jeunes de banlieue qui se sentent rejetés et qui passent leur nuit dans des commissariats à se faire taper sur la gueule. Donc Pourquoi ça, c'est on un peut vrai pas en problème. parler de Voilà, ça et ça, on n'en parle pas. Donc si tout ça, ça change pas, ce que vous allez vous prendre, ce sera bien pire que les dernières émeutes, croyez-moi, NTM ou pas. Quand il dit ce qui se passera, c'est pire que des émeutes, croyez-moi. Moi, quand je fais dire ça à mon personnage, moi, je pense à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à la série et aux attentats et à en fait un partage en couille général de la situation. Moi, dans ma tête, c'est à ça que je pense. C'est en ça que je dis que ces mecs étaient brillants. Leur texte, c'est prophétique, quoi. C'est visionnaire. Donc, c'est un anachronisme, hein, totalement assumé, évidemment. Cette scène de plateau télé, elle date de 94. Dans tout le film, j'ai un propos sur le rapport entre eux et les médias et comment ils se sont fait instrumentaliser, etc. Puis qu'il y a aussi cet abandon assumé des politiques. Quand Raoult il dit vous avez qu'à investir votre argent dans la banlieue, ça veut quand même dire faites-le vous, nous on le fera pas. Absolument. C'est quand même ça qu'il dit. Il dit à des jeunes, faites un truc parce que nous, on n'en a rien à foutre de la banlieue. Et ça fait plus de 30 ans que ça dure, hein, donc finalement, le mec était lui aussi visionnaire, hein, dans un sens, malheureusement. Et j'avais besoin de mettre ça dans le film parce que c'est l'apothéose de mon propos à moi, en fait, de cinéaste. Moi, j'avais besoin de marquer cet abandon de la même manière quand il revient à la fin voir son père lui mettre les places de concert. Ce que je disais, cette cité n'est plus la même. C'est plus la même ambiance. Elle est dégradée. Cette fois, il n'y a plus des 93 NTM, il y a des nique la société, nique la police partout. Il y a des contrôles d'identité hyper musclés qui sont différents des premiers. Voilà. Il y a un moment, il y a eu un switch quand même. Bien sûr. Il y a eu un gros switch, il y a eu une vraie bascule. Et je voulais que le film soit vraiment le témoin de ça. Ce sera la dernière question. Quand tu fais ce film, cette œuvre, le fond de ton envie, c'est de transmettre quelque chose ou de nous secouer en disant l'échec dans lequel on est n'est pas possible? Les deux, mon capitaine. Les deux. Ah, j'aime qu'on m'appelle mon capitaine, surtout au poste. Alors ça, c'est bien. Mais c'est pour de vrai, c'est les deux. Il y a une notion d'espoir, en fait, dans ce film. Malgré tout, même si on est sur un constat d'échec, etc., parce que se sortir de la merde en prenant un bloc-notes et un stylo puis un micro, ça donne de l'espoir, en fait. Ça raconte à n'importe qui, vas-y, crois en toi et fais les trucs. Moi, quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma à ma conseillère d'orientation en terminale dans mon lycée à Villemomble, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit « Ok chérie, mais t'es en 93, on ne fait pas de film. Si t'as pas des parents dans le cinéma, tu feras jamais de film. Bah, regarde bien, c'est la même chose, hein. Regarde bien, imprime, parce que dans pas longtemps, tu verras. » Et à 21 ans, j'ai fait mon premier film, sans connaître personne, en faisant des sittings devant chez Canal+, pour avoir de la thune, en faisant des... Et eux, ils ont ce truc-là, cette énergie-là très, très forte que j'avais envie de transmettre. Effectivement, l'envie de percuter aussi, mais ça, c'est avec ma sensibilité de cinéma. Moi, j'aime bien les films qui me secouent. J'adore rentrer dans une salle, me prendre 3 droites et rentrer chez moi. Ça, c'est moi. Écoute, c'est le moment de te remercier infiniment, d'abord pour le film, c'est super. J'invite vraiment tout le monde à aller voir, et puis d'être venu au poste, quoi, voilà. C'était chouette, c'est le meilleur poste de France, on peut le dire. C'est-à-dire, quand on t'invite au poste, celui-là, ça va. Là, on est celui-là, ça va. J'étais contente d'aller au poste. Merci pour la suite, et puis un de ces jours, Avec grand plaisir. Ah, super. Vraiment. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ça, quoi. Je t'embrasse, merci beaucoup, merci d'être passé, et puis un de ces jours. Merci beaucoup. C'est sûr. Merci, ciao. Merci, ciao. Bye. Aïe, 1991, Suprême NTM, Gare Montparnasse, au poste.